Bonjour à vous tous. Avant de commencer, permettez-moi de remercier M. Boris Bernabé, doyen de la faculté Jean Monnet, la directrice du département des langues, Mme Lydia Merle, le service communication, les informaticiens et bien sûr Nathalie Loison, PRCE en anglais, qui a permis à cette rencontre de se réaliser. Je vous remercie tous pour m'avoir convié à cette très belle initiative hautement scientifique et profondément humaine. Le titre de notre conférence, comme vous le savez, est « Droit d'asile, interprétariat et enjeux géopolitiques des pays anglophones ». Pour bien fixer le cadre de mon intervention, je commencerai par donner les définitions des mots-clés majeurs, qui sont 4 mots-clés, qui reviennent souvent dans la demande d'asile. S'ensuivent mon expérience d'interprète à l'OFPRA et à la Cour, et enfin les enjeux géopolitiques dans 3 pays qui sont le Soudan, l'Irak et le Liban, où la connaissance de la langue anglaise est principale dans le choix de la destinée. Le but de cette conférence, d'une part, est de vous donner les éléments sur la demande d'asile que vous pourrez après tout à fait développer, et d'un autre côté, nous allons aussi toucher votre cœur. Je commence d'abord par les définitions, par les 4 mots-clés majeurs de l'asile. Migrant. Pourquoi le terme migrant? C'est que migrant n'est pas un terme juridique, puisqu'il désigne tout simplement les personnes qui, par choix, par nécessité ou par contrainte, quittent leur pays pour aller s'installer dans un autre pays. Tandis qu'un réfugié a quant à lui un statut juridique et des droits. Mais avant d'être reconnu comme réfugié, le migrant passe par une étape intermédiaire qui est la demande d'asile. C'est seulement lorsque le migrant arrive dans un pays et commence les démarches liées à l'asile qu'il devient demandeur d'asile. Ce qui veut dire que le pays d'accueil a pris connaissance de sa présence au sol et qu'il a prouvé son identité. Il n'est alors plus dans la clandestinité. Maintenant, la protection conventionnelle ou le réfugié statutaire. C'est un statut encadré par la Convention de Genève de 1951 en application de l'article L.314-11-8 du CESEDA, donne le droit à une carte de résident d'une validité de 10 ans. Toute personne apportant la preuve qu'elle a subi ou craint de subir des persécutions dans son pays peut bénéficier d'une protection de l'État où elle en fait la demande. Des craintes du fait de la race, la nationalité, la religion, l'appartenance à un groupe social ou des craintes du fait des opinions politiques. Tandis que la protection subsidiaire, cette forme de protection est venue remplacer l'asile territorial mis en place en 1998. Elle donne droit à une carte de séjour pluriannuelle d'une durée maximale de 4 ans. Le bénéfice de cette protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas donc les conditions pour se reconnaître la qualité de réfugié, mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle pourrait courir un risque réel et subir l'une des atteintes graves suivantes, qui sont la peine de mort, la torture, les traitements inhumains, dégradants, ou bien des situations résultant d'un conflit armé ou international, comme ce qu'on a vu dans les pays arabes, le printemps arabe qui a commencé en 2011. Dans les 2 cas, un titre de voyage est délivré par la préfecture à la demande de l'intéressé. Ce titre est valable pour tous les pays, sauf celui de sa nationalité ou de sa résidence habituelle. Maintenant, je voudrais aborder essentiellement l'expérience de l'interprétariat consécutif que je pratique maintenant depuis plus de 5 ans. Être interprète consécutif veut dire faire de la traduction orale simultanée en présence de 2 autres personnes, qui sont le migrant ou futur demandeur d'asile d'un côté et un agent administratif, associatif ou juriste d'un autre côté. C'est un dialogue à 3. L'interprète est là pour harmoniser cette rencontre. Le rôle de l'interprète est de transposer oralement une langue dans une autre.
Il sert d'intermédiaire dans une conversation entre des personnes parlant des langues différentes. Bien que cela paraisse évident, son travail est d'une grande complexité. Sur les épaules de l'interprète repose la vie, l'histoire de ces migrants ou futurs demandeurs d'asile. Il est responsable de chaque mot. Il doit faire attention aux nuances. Il doit faire de son mieux pour transmettre l'émotion vers les autres. Il est l'intermédiaire. Il est la voix du requérant. Dans la demande d'asile, le rôle de l'interprète est essentiel. Il accompagne le requérant du début de la procédure d'asile jusqu'à la fin, sans forcément être le même dans tous les cas. Le problème dans notre métier, c'est que les langues comportent aussi des dialectes. Un interprète en arabe oriental ne va pas forcément comprendre un ressortissant irakien ou yéménite, ou un interprète en maghrébin ne va pas comprendre un requérant qui s'exprime en hassaniya, qui est un dialecte parlé en Mauritanie, au Sahara, au sud du Maroc et dans le désert algérien. En revanche, pour l'entretien à l'OFPRA, qui est l'étape ultime donc, de la demande d'asile, les interprètes sont choisis dans le cadre d'un marché public. Une sélection rigoureuse et solide. L'interprète est tenu à la confidentialité, à la neutralité, à la justesse et à l'exhaustivité. Les interprètes devraient restituer avec la plus grande fidélité, la plus grande précision et de manière entièrement neutre les propos de demandeurs. Quand la demande d'asile est rejetée, ou bien dans les cas d'une protection subsidiaire, donc 4 ans renouvelable, 4 ans, le requérant a le droit de faire appel donc, devant la CNDA. C'est la Cour nationale du droit d'asile, la plus importante juridiction administrative française. C'est aussi la juridiction administrative spécialisée, seule habilitée à statuer sur les recours des demandeurs d'asile dirigés contre les décisions du directeur général de l'OFPRA. Sa mission est de protéger les demandeurs d'asile entrant dans les champs de protection internationale, que ce soit au titre du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire au regard de leur parcours et de la situation dans leur pays d'origine. En 2019, la CNDA a enregistré 59 091 recours, en augmentation de 0,72% par rapport à 2018 et en constante évolution depuis 2010. Depuis 10 ans, le nombre d'affaires jugées par la Cour en 2019 avec 66 464 décisions rendues, soit une activité qui a progressé de 40% par rapport à 2018 et qui a plus que triplé en 10 ans. Donc, 2 pics importants qui ont été enregistrés en 1991 avec 61 138 décisions et en 2005 avec 62 262 décisions. En 2019, la CNDA a connu un accroissement d'activité et de nouvelles salles d'audience au Palais de justice de l'île de la Cité à Paris ont été ouvertes. Les recours enregistrés en 2019 émanent des requérants de 120 pays d'origine différentes. Les 10 pays les plus représentés sont par ordre décroissant du nombre de recours: l'Albanie, la Géorgie, la Guinée, le Bangladesh, l'Afghanistan, la Côte d'Ivoire, Haïti, le Mali, le Nigeria et la République démocratique du Congo. Ces 10 pays représentent 56,7% des recours selon le rapport d'activité de la CNDA accessible en ligne. L'interprétariat à la Cour. La CNDA emploie 480 interprètes assermentés pour 160 langues parlées. Depuis le 1er janvier 2019, c'est lors de l'enregistrement de la demande d'asile que le choix de l'interprète s'est à partir d'une liste de langues fixée par le directeur général de l'OFPRA. Ce choix est opposable aux demandeurs pour les phases ultérieures de la procédure, y compris devant la CNDA, sauf bien sûr s'il y a recours dans les délais pour contester la langue choisie en préfecture. Le marché de la CNDA passé par le Conseil d'État prévoit un niveau élevé de formation ou d'expérience pour les un respect des règles de déontologie et prévoit qu'ils doivent suivre une formation initiale et une formation continue dispensée par les bataires.
et requiert de la part de la Cour une étude rigoureuse avant tout recrutement. Les nouveaux interprètes s'engagent en outre, lors de leur prestation de serment, à respecter les obligations inhérentes à leur fonction au service de la mission juridictionnelle de la Cour. Et qui dit cour dit défense et donc avocat. La CNDA garantit la défense de tous les demandeurs d'asile à travers l'aide juridictionnelle, donc, qui permet aux requérants de bénéficier de l'assistance d'un avocat entièrement rémunéré par l'État. Devant la CNDA, cette aide est de plein droit, sauf si le recours est manifestement irrecevable. Autre particularité, la CNDA est la seule juridiction disposant de son propre bureau d'aide juridictionnelle, ce qui l'amène à accorder directement de l'aide et à désigner un avocat si le requérant n'en a pas choisi un par lui-même. L'avocat désigné est rémunéré dans le cadre de l'aide juridictionnelle. Il aide le requérant à rédiger son recours, suit son dossier durant l'instruction et l'assiste lors de l'audience. Compte tenu de l'importante activité de la Cour, ils doivent faire face chaque année à une hausse de la demande d'aide juridictionnelle. En 2019, plus de 9,87% de demandes d'aide juridictionnelle. Donc maintenant, on passe à l'interprétariat entre exigence et réalité. Peut-être aujourd'hui, attendez-vous à ce que je raconte des histoires de migrants ou des récits de vie. Malheureusement, la déontologie du métier nous interdit de communiquer là-dessus. Et évidemment, nous sommes tenus au secret professionnel. Mais ce que je peux aujourd'hui vous relater, c'est mon expérience personnelle et mon ressenti envers tout ce que j'ai pu entendre. Même si dans la plupart des cas, il s'agit d'histoires lourdes, tristes et douloureuses. Quelquefois, il nous arrive de rire avec le migrant, il nous confie son récit de vie. On revit avec lui ses souvenirs, ses amours, ses joies dans son pays d'origine. L'impartialité et l'indépendance sont parmi les devoirs de l'interprète. Celui-ci ne doit accepter aucune pression ou influence durant l'exercice de son travail. Il se doit aussi d'être neutre, ce qui implique ne jamais émettre de jugement sur les propos des demandeurs d'asile, ne rien rajouter et rien omettre en ce qui concerne les informations. Pas de sous-entendu, pas de déduction possible. Par exemple, le demandeur qui pense savoir, par exemple, de quel pays je viens, il me demande d'expliquer la situation. Ou bien, par exemple, les demandeurs donc, du monde arabe qui répondent à des questions par des donc, négatifs, pour dire ça, pour dire oui, ils vont baisser la tête, ou pour dire ils vont faire ça, ou par les mains. Ou par exemple, il y a une particularité pour dire non. Par exemple, au Liban, en Syrie surtout, les gens vont dire écoutez bien. Donc, ce son, ça veut dire non. Donc ça, je peux pas le prendre en compte, surtout par exemple à l'OFPRA que l'entretien est enregistré par voie orale. Donc, on demande que la personne s'exprime, dit oui, non, je ne sais pas. Enfin, comment traduire les émotions, les demi-mots, les soupirs blessés? C'est là la plus grande difficulté. Car à un moment donné, on est tellement ancré dans l'histoire qu'on traduit, qu'on devient même invisible. On raconte avec les mêmes émotions, avec les mêmes gestuels, parfois aussi avec les larmes. Oui, car on n'est pas des machines, on n'est pas Google Translate. On reçoit directement toute la souffrance du demandeur. On est la première personne qui reçoit l'information et on la transmet avec la plus grande difficulté. On devient avec le migrant une seule. Plus on est fidèle aux propos et aux gestes, plus on invite, plus notre travail est apprécié. C'est un mélange paradoxal d'excellence et de discrétion. Il y a des mots difficiles à traduire dans certains dialectes, comme par exemple le mot en arabe mahja, qui donne en français comme définition dortoir. Mais ce n'est pas du tout ça. C'est la cellule de prison où sont entassés des centaines de prisonniers debout dans des situations inhumaines, surtout dans les prisons syriennes, par exemple, ou irakiennes. Ou bien des mots intraduisibles comme passif, aussi un mot en arabe, c'est le fait de dormir allongé en forme d'épée, corps à corps, nu,
C'est là où j'estime qu'il faut donner le mot en arabe. Je donne des explications pour être la plus fiable possible. Tous ces mots montrent que la personne en face a un vécu douloureux. Mes collègues interprètes anglophones m'ont confié qu'il n'y avait pas cette difficulté en anglais. Tout est traduisible, en tout cas dans le domaine d'Asie. C'est peut-être la diversité des dialectes qui rend la langue orientale plus chargée de mots et de dérivés. Je vous fais une confidence. Combien de fois me suis-je confrontée à cet exercice de récit de vie, où je me suis mise à la place du migrant, où j'ai essayé de répondre du fond de moi aux questions posées. Vous imaginez à quel point il est difficile, voire intimidant, de raconter sa vie devant des inconnus, de se dévoiler face à des personnes qui ne vous ont jamais connu, ni enfants, ni adolescents, ni jeunes, ni vieux. Parfois, il faut aller vite, en synthétisant son vécu en quelques phrases. La personne a envie de s'arrêter sur des détails qui lui tiennent au cœur, sur des moments difficiles de sa vie, des moments de deuil, mais de joie aussi, heureusement. Mais la machine administrative ne permet pas de s'étaler autant. Pas assez de temps, trop de demandes. Une phrase que les migrants entendent souvent auprès des associations qui les accompagnent. Il faut aller à l'essentiel, du pourquoi avoir quitté son pays. Cette fameuse question qui déchire le cœur de chaque migrant, cette question qui fait remonter les larmes systématiquement. Qui souhaiterait, mesdames, messieurs, quitter son pays, quitter sa famille, quitter ses proches, prendre le risque de mourir sur la route dans la Méditerranée? La Méditerranée, la voie maritime la plus meurtrière au monde pour les migrants. 2260 personnes sont mortes en tentant de traverser la Méditerranée en 2000, selon les chiffres publiés par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, contre 3100 migrants morts ou portés disparus en 2010. Ce départ forcé qui change toute la donne quand on est migrant. Quand on part de son plein gré, on est émigré. On a choisi un pays et fait le choix de s'investir pour s'adapter à la langue, à la culture, s'intégrer, tout simplement. Pour conclure ce premier volet, j'aimerais vous dire que le métier d'interprète est un métier palpitant. Chaque jour apporte une nouvelle expérience et des sujets différents. Notre métier exige qu'on soit à jour au niveau des pays qu'on couvre, de l'actualité géopolitique. Cette nécessité d'apprendre, de se perfectionner en permanence et l'adrénaline du travail en direct sont d'excellents remparts contre la routine et l'ennui. Maintenant, je vais passer aux enjeux géopolitiques. Donc, la deuxième partie de mon exposé. Avant de commencer, donc voici quelques chiffres et données sur la demande d'asile en France. C'est une étude qui a été menée par la CIMAD, une association qui, depuis les années 70, s'implique au projet de loi réduisant les droits des immigrés. Plus de 120 000 demandes sont introduites en 2010. Donc, 91 865 premières demandes d'asile adultes ont été introduites, donc une augmentation de 24,7% par rapport à 2017. 21 457 mineurs accompagnants, donc une augmentation de 11%, et 9 431 demandes de réexamen, donc 24%. Il s'agit du plus grand nombre de demandes donc à l'Office depuis 1900. Les données marquent aussi une augmentation très sensible de réinstallation en 2020. Selon le HCR, 5 109 personnes sont arrivées en France par procédure, dont 4 193 Syriens, 316 Soudanais. Le Royaume-Uni reste le premier pays européen de réinstallation, suivi de la France. Selon les statistiques de l'immigration du ministère de l'Intérieur, les demandes d'asile en France ont augmenté de 7,1% en 2019, avec 132 614 dossiers déposés à l'OFPRA. En même temps, les expulsions d'étrangers en situation irrégulière est en hausse de 19%, avec 23 746 éloignements. Selon le rapport d'activité en 2020,
2019, les chiffres de demande d'asile par zone géographique est la suivante. Je ne vais pas tout énumérer. Vous pouvez bien voir que donc, les premières demandes sont donc, les Guinéens, donc la Guinée 2023 demandes d'asile, la Côte d'Ivoire 682. Je vous laisse regarder et après je vous laisse PowerPoint bien sûr. Et donc on voit bien que l'Afrique est très bien donc, représentée. Maintenant, nous allons nous concentrer sur 3 pays anglophones, le Soudan, l'Irak et le Liban. Avec certaines particularités pour le Liban qui a muté donc, de la francophonie vers l'anglophonie. On commence par le Soudan. Le recensement de 1955-1956 a procédé à une reclassification des 570 tribus soudanaises réparties en 56 ethniques. Donc, on voit bien donc, les catégories principales, donc les Arabes 39%. Moi, par exemple, je traduis pour le Moyen-Orient pour 11 pays, mais je fais aussi l'Afrique, une partie de l'Afrique, donc le Soudan, avec, donc, parce qu'il y a l'arabe soudanais. Donc, ils sont 39%. Donc, je peux traduire pour cette catégorie. Donc, vous voyez bien les Arabes, les Nilotiques, les tribus du Sud. Voilà, je vous laisse regarder. Cependant, il y a une grande rivalité politico-ethnique qui affecte le Soudan du Sud. Depuis le 15 décembre 2013, le Soudan du Sud est confronté à un conflit armé opposant les partisans du président Salva Kiir et ceux du président Riek Machar. Cette rivalité fait ressurgir d'anciennes dissensions entre les différents clans. Sur fond de rivalité ethnique, d'un côté les Dinka, donc l'ethnie majoritaire de Salva Kiir, et l'autre les Nuers, ethnie de Riek Machar. Le nombre de déplacés internes s'élève à environ 2 millions de personnes. Le bilan humain du conflit est estimé à près de 400 000 victimes. La moitié des décès étant due aux exactions et l'autre moitié à la famine ou aux maladies. Cette situation humanitaire et les rivalités politico-ethniques qui affectent le Soudan du Sud depuis 2013 expliquent le fort taux de protection devant la Cour qui s'élève à 60,2%. Des milliers de Soudanais ont choisi le chemin de l'exil, mais pas sans risque majeur. Je vais parler de la vente aux enchères donc des migrants africains en Libye. Afin de rejoindre la Méditerranée, les Soudanais vont en Libye. Le moyen le plus rapide pour prendre les embarcations de fortune au péril de leur vie. Ça commence à Al-Koufra, dans le sud-est de Libye, vers la pointe d'entrée, et c'est là que l'échange se fait entre les passeurs soudanais et les Libyens. Ils tombent dans l'esclavage. Cet esclavage a été mis en lumière par la journaliste soudanaise Nima El-Baghir, correspondante de la chaîne américaine CNN, qui a provoqué un électrochoc le 14 novembre 2017. La majorité des personnes qui ont fait la traversée étaient des travailleurs en Libye depuis des années. Ils sont partis en Europe à cause de la guerre et la situation sécuritaire en Libye. Nima El-Baghir a mené dans le plus grand secret une enquête filmée sur la vente aux enchères de migrants africains sur un marché nocturne clandestin de traite humain. Une action dite intrépide, courageuse et humaniste. Elle a dévoilé par ces images ce que les ONG ne cessent de dénoncer sans que la communauté internationale. Des images intolérables montrant vendues aux enchères comme près de 700 €. Une fois vendus, la grande majorité des esclaves travaillent dans des fermes, des champs, sans salaire ni soins. Et quand ils ne peuvent pas les soigner, les migrants meurent, que les Libyens ne veulent pas les emmener dans les centres de soins. Et ça, c'est d'après plusieurs témoignages qu'on peut trouver. L'Organisation internationale des migrations, OIM, alertait déjà la communauté internationale en 2017 sur les marchés aux esclaves en Libye, et elle assure que même les habitants se livraient à ce genre de commerce.
il y a certains jeunes hommes migrants qui sont achetés par des particuliers et servent d'esclaves domestiques, forcés à faire le ménage et la cuisine. Et quand le migrant ne trouve pas d'acheteur, donc quand il est pas peut-être musclé, grand, jeune, il est tué, assure Florence Kim, porte-parole de l'OIM. Les enfants et les femmes qui n'échappent pas à ce trafic servent, eux, d'esclaves sexuels. Dès l'intervention de l'OTAN et des Européens en Libye, Kadhafi a révoqué l'accord signé avec les Européens pour contrôler les migrants illégaux. En 2011, alors, attendez, en 2011, il encourageait les étrangers résidant en Libye de prendre la mer et d'aller en Europe. Et même avant la guerre en Libye, Kadhafi faisait chantage aux Européens, réclamant des sommes énormes. Une fois ces migrants libérés de leur calvaire à l'aide d'épaisseurs sans foi, ils prennent les embarcations entassées en leur liberté, ils la payent cher. Quelquefois, s'ils ne meurent pas dans l'esclavage, ils vont mourir noyés dans la Méditerranée. Les Soudanais quittent leur pays pour aller essentiellement vers l'Angleterre. Le Home Office, l'organisme britannique en charge de la lutte contre l'immigration illégale, a établi un graphique que vous voyez détaillant les demandes d'asile. Donc depuis 2000, on voit bien donc la demande d'asile a fortement baissé par rapport aux années 2000, où il y avait donc dans les années 2000 il y avait 70 000 nouvelles demandes, et uniquement 20 000 décisions. La moitié obtient le titre de séjour. En 2017, il y a eu 15 618 demandes et donc une demande sur 4 est acceptée. Selon Virginie Guiraudon, directrice de recherche au CNRS, spécialiste des politiques d'immigration européenne, elle dit que dans les années 2000, le marché du travail était favorable à la migration, un marché ultra-libéral, moins contrôle de l'immigration irrégulière, en plus du fait d'avoir de la famille là-bas pour les accueillir, les encourage à partir. Donc, en plus de ça, il y a la connaissance de langue anglaise. Les migrants sont originaires d'anciennes colonies ou des pays liés donc, au Royaume-Uni. C'est ce qu'on appelle en sciences politiques analyse la chercheuse. Il faut savoir aussi qu'en janvier 2018, il y a un nouveau traité franco-britannique qui a été conclu entre Emmanuel Macron et Theresa May sur le contrôle de l'immigration. Ce traité prévoyait un traitement amélioré des mineurs non accompagnés et une contribution complémentaire de Londres de 50 millions d'euros au contrôle de la frontière, avec toujours le même objectif, stopper l'afflux des migrants à Calais. Après le Soudan, on arrive donc en Irak, à la chute de Saddam Hussein. Le 20 mars 2003 débute l'intervention militaire américano-britannique lancée après des accusations contre le régime irakien, selon laquelle il détient des armes de destruction. Cette invasion dite Opération Liberté irakienne. Le 9 avril, les Américains sont à Bagdad, où la statue de Saddam Hussein est renversée par un blindé américain épaulé par une centaine d'Irakiens. Je ne vais pas rentrer dans les détails donc, de la guerre en Irak. Je vous laisse donc une note que vous voyez maintenant, détaillée sur cette période avec les principaux dates, les principaux événements en Irak, entre autres aussi bien sûr l'arrestation de Saddam Hussein le 13 décembre et sa pendaison fin 2006. Le plus important, c'est de dire que au final, donc les Américains ne trouvent pas d'armes de destruction massive en octobre, mais il faut savoir que le pays est plongé donc dans une grave crise politique. Il faut savoir qu'entre 2003 et 2011, plus de 100 000 civils ont été tués, selon l'organisation Iraq Body Count. Les États-Unis ont déploré de leur côté près de 4 500 morts. Donc, le but de cette conférence n'est pas l'analyse donc, de la situation.
politique, mais je voulais mettre en lumière la langue anglaise en Irak et dans le choix des pays d'exil. Plusieurs interprètes ont travaillé avec les Américains entre 2003 et 2011. Les États-Unis ont promis à ces interprètes de leur accorder un visa pour pouvoir aller s'installer aux États-Unis afin de les protéger. Oui, les protéger, car ces interprètes ont été vus par la population donc, comme des collaborateurs, ont été assimilés à des traîtres, étaient les cibles des milices. Alors qu'ils se sentaient protégés par la forte présence des troupes américaines, ils vivaient dans la peur et dans l'angoisse quand les Américains sont partis. Comme par exemple ce jeune soldat qui travaillait pour l'US Army. Donc quand cette unité s'est retirée le 13 octobre 2011, il a été licencié, il a été escorté hors de base et il se sentait délaissé par les États-Unis et surtout sans protection. Pourtant, le Migrant Visa mis en place donc en 2008 prévoyait une entrée facilitée sur les territoires. Pour ceux qui avaient travaillé pour le gouvernement ou les services américains, mais la délivrance de ces visas était longue et coûteuse. Le département d'État américain assure que 7 362 visas ont déjà été délivrés. Et cela inclut également les membres de la famille des interprètes ayant aidé les Américains. 62 500 Irakiens avaient demandé un visa en vertu de ce programme spécial. Et beaucoup ont renoncé à abandonner à cause de la longueur de la procédure. Les Irakiens sont anglophones par excellence. C'est leur deuxième langue après l'arabe. Il était facile pour eux de travailler avec les Anglais et d'être bien rémunérés aussi. En 2005, 4000 salariés, en majorité irakiens, travaillent pour la firme américaine Titan Corp qui assure le service d'interprète et de traducteur. Le salaire moyen variait entre 600 et 1000 dollars par mois dans un pays où le revenu moyen est de 100 dollars. Le risque, donc, c'est énorme, le salaire est émotif. Pour se protéger, bien sûr, il travaillait se donner. De 2003 à 2011, selon un rapport, les États-Unis ont employé des milliers d'auxiliaires. Selon les chiffres publiés par le Congressional Research Service, les services entretenus en Irak par le ministère américain de la Défense emploient 82 530 Irakiens en septembre 2007, 63 292 en septembre 2008. Et bien sûr, les chiffres ont ensuite diminué avec le retrait des Américains. Le retrait complet, bien sûr, ils sont toujours là-bas. La mission britannique en Irak était basée essentiellement à Bassora dans le sud. Elle avait employé 500 civils irakiens, principalement comme interprètes, chauffeurs et personnel de nettoyage, selon les chiffres donnés à l'OFPRA. À cela s'ajoute une centaine d'Irakiens employés par les services diplomatiques britanniques, essentiellement à Bagdad. Sans oublier la spécificité kurde, parce que les Kurdes d'Irak ont choisi l'anglais en première langue à cause de la répression subie par le régime de Saddam Hussein. Les Kurdes constituent une minorité. Ils ont milité pour l'indépendance de la région kurde d'Irak. À l'université Salah ad-Din Erbil, l'arabe n'avait pas la cote parmi les étudiants. Le doyen de la faculté des langues, Ali Mahmoud Joukil, justifie le fait que les Kurdes étaient, je cite, en conflit avec les Arabes pendant 1000 ans. Leur langue était celle de notre l'anglais, au contraire, est celle et de la mondialisation. Après l'Irak, je passe maintenant au Liban, donc le pays du cœur aussi, et on va voir comment ce va muter donc de l'anglophone, de la francophonie vers l'anglophone. Mais d'abord, je voudrais donc exposer un peu la situation au Liban. Donc le Liban, 10 452, 18 confessions. Un pays qui a toujours été plurilingue. On y parle l'arabe, le français et l'anglais. Le Liban, un pays déjà miné par une crise économique, décrite comme la pire de son histoire, est durement touché par la pandémie. Un événement vient arracher aux Libanais tout espoir de vivre dans ce pays. La livre libanaise s'effondre, le prix des denrées alimentaires s'affole, le pouvoir d'achat divisé par 5, les salaires divisés par 2.
des licenciements sans indemnité et une population désespérée et une classe politique sans pitié. Le 4 août 2020, vers 18 h, une première explosion retentit à Beyrouth, la capitale, suivie d'une plus grande qui va dévaster des quartiers entiers. Plus de 200 morts et 6500 blessés. Là, vous voyez donc l'ampleur des dégâts. Là où c'est donc l'image, donc on voit donc là où c'est entouré. Donc ça c'est les dommages de toute la partie donc de Beyrouth, donc Jemaïs, Al-Shafiyya, Malkhaï, El-Bouch Hamoud, qui a été impactée par cette explosion. Cette explosion, qui a été causée par un incendie dans un entrepôt abritant depuis 6 ans des tonnes de nitrate d'ammonium. Selon l'armée libanaise, plus de 85 000 ont été endommagés, y compris des maisons et des hôpitaux et des écoles. Pour que vous puissiez bien comprendre le sentiment de désarroi que les Libanais avaient ressenti ce jour-là, de lire une publication de la talentueuse libanaise et chanteuse d'opéra Patricia Atallah, qui s'est exprimée sur son mur Facebook après l'explosion, non pas avec sa sublime voix, mais bien avec son cœur brisé. Parce que son oncle lui envoie une vidéo montrant la destruction de la maison de ses grands-parents à Jemaïsé. Je la remercie pour ce partage. Avant de commencer, il y a un mot, ça veut dire bien, quand on dit ahlan, on peut le dire chaleureusement. Elle dit, après les images impensables de l'explosion, j'aimerais partager avec vous ce qui reste de l'appartement de mes grands-parents, celui dans lequel j'ai fait aussi mes premiers pas, détruit. Même durant la guerre, nous avions tenu bon. Aujourd'hui, il ne reste que des souvenirs dans notre cœur. Je revois encore ma grand-mère qui m'ouvre la porte, qui me dit « Ahlan ». Cette même porte, qui a été projetée sur le canapé 5 mètres plus loin. Je la vois devant la cuisinière, me préparant du riz avec vermicelle, où aujourd'hui se trouvent des débris. Je la revois assise à sa place, regardant la télévision avec son éventail, où aujourd'hui est tombée la porte du salon. Je la revois avec toute la famille dans la salle à manger, aujourd'hui méconnaissable. Je revois toute la famille dans le salon au pied du sapin, ouvrant les cadeaux et chantant Noël. Aujourd'hui, ce même salon est plongé dans l'obscurité à cause de la coupure d'électricité. On ne peut qu'imaginer ces éclats de verre par terre en entendant mon oncle avancer à travers l'appartement pour filmer entre les taches de sang de ma tante qui s'en est sortie miraculeusement. Malgré tout, je remercie le ciel que ce ne sont que des dégâts matériels. Nous reconstruirons la maison, nous reconstruirons Jemaïsé, nous reconstruirons Beyrouth. Du poste. Cette force que les Libanais a toujours eue malgré la guerre, malgré la corruption de la classe politique, une population attachée à sa culture et surtout à l'enseignement. Dans les années 60, contrairement à beaucoup de pays limitrophes qui ont arabisé leurs programmes scolaires, le Liban a conservé le bilinguisme dans son enseignement. Le Liban compte 38% de francophones. Il reste un bastion de la francophonie au Moyen-Orient. L'anglais, langue internationale du commerce, gagne du terrain comme partout ailleurs. L'enseignement est bilingue, arabe-français ou arabe-anglais, selon les écoles. De plus en plus d'étudiants optent pour des cursus en anglais. Véronique Olagnon, conseillère de coopération et d'action culturelle à l'ambassade de France et directrice de l'Institut français du Liban, reconnaît dans le journal Orient le Jour que parmi les 70% d'élèves qui étaient scolarisés dans le réseau des écoles francophones il y a 20 ans, seulement la moitié des écoliers du pays poursuivent aujourd'hui leur scolarité dans ce réseau. En plus, au Liban, toute la technologie est en anglais. Donc, tous les programmes sur les ordinateurs, les téléphones, tout ça, c'est en anglais. Un engouement croissant pour l'anglais qui pousse les jeunes à se tourner pour l'enseignement supérieur vers les universités anglophones, ou les cursus en anglais au sein des établissements francophones qui se font de plus en plus nombreux. Le niveau socio-économique des familles aussi qui choisissent le cursus français pour leurs enfants permet de les envoyer dans les universités prestigieuses comme AUB et l'EU,
et de facto avoir plus de chances d'accéder à des postes importants dans le domaine professionnel. Donc la langue reste un marqueur social. En plus, l'anglais est plus facile et accessible, tandis que le français est plus complexe. En comparant donc les statistiques annuelles publiées par le Centre de recherche et de développement pédagogique CRDP, on peut constater l'important recul de la langue française à l'école d'une année. Je vous montre sur le diapo. Donc, durant l'année scolaire, donc sur 1 69 627 écoliers, 503 suivaient l'enseignement francophone et 519 994 l'enseignement anglophone. Un an plus tard, on voit que donc, le nombre d'élèves scolarisés, vous voyez les chiffres devant vous, en même temps, le nombre d'écoliers dans l'enseignement francophone baisse par rapport à l'enseignement anglophone. Il faut savoir aussi que tous les enfants à besoins spécifiques, on conseille donc aux parents de se diriger vers un cursus anglophone. Face à cette nouvelle tendance, les universités francophones n'ont d'autre choix que s'adapter en développant des cursus complets en certains comme l'Université Saint-Esprit de Castries qui deviennent anglophones tout en revendiquant leur multilinguisme. Donc, Nisrine Sadiq Haddad, professeur d'anglais à l'Université de Castries, m'a confié lors d'une rencontre cette semaine que le rôle de la francophonie recule. L'usage de la langue française se réduit au profit d'autres langues, et surtout l'anglais. La langue française au Liban est en train de devenir, elle dit, la langue des salons et d'un environnement restreint chrétien en particulier, notant qu'un certain vocabulaire anglais a commencé à y pénétrer. Elle dit aussi que les utilisateurs de la langue française en permanence dans leur vie quotidienne l'ont hérité de leurs parents et qu'ils sont contraints de l'abandonner lorsqu'ils s'éloignent de leur environnement géographique et séculaire pour faciliter leur communication avec les autres. Ils ont recours alors soit à l'arabe, soit à l'anglais. Elle constate aussi que les universités qui utilisaient le français comme langue principale se soient progressivement déplacées vers l'anglais comme langue et vers l'américain comme système éducatif. Tant que la plupart de ces universités sont affiliées à des ordres religieux ayant une relation historique avec la France, néanmoins, ils se trouvent obligés à mettre en place des accords avec des universités anglaises ou américaines. Par exemple, prenons l'université Saint-Joseph, USC, qui est considérée comme la plus ancienne et des plus prestigieuses au Liban et au Moyen-Orient, et elle est fondée par les jésuites. Elle dispense désormais donc 15% de ses cours en anglais. Comme le dit donc, le père Salim Dakash, recteur de cette université. Ils ont créé aussi des filières de licence exclusivement en anglais dans les facultés de gestion, d'études bancaires, d'hospitalité, d'orthophonie, dont une bonne dizaine de masters, et ils vont continuer dans cette dynamique. L'USJ attire toujours de nombreux étudiants, mais les effectifs dans le département français diminuent. Pourquoi? Parce qu'ils constatent que l'ambassade offre des bourses, mais qui sont bien moins généreuses que celles données par les États-Unis, par exemple. Et donc, par exemple, lors d'un entretien pour le jour avec le recteur de l'université Saint-Joseph, aujourd'hui, 55% des bacheliers français et des filières scolaires dites francophones rejoignent les universités anglophones ou à l'étranger. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'il y a une réalité que le français, il est donc trop scolaire. Donc, les universités francophones sont trop scolaires. Ils attirent, donc il y a une attirance de la jeunesse vers la langue anglaise et l'importance aussi de l'anglais dans le monde professionnel. Donc, depuis l'explosion de août 2020, les jeunes diplômés, les infirmières, les informaticiens, les médecins, des familles entières cherchent à quitter. Des bureaux fleurissent un peu partout pour aider cette population. Par exemple, en échange de $3 000, une infirmière peut aller avoir un poste en Belgique, par exemple. La France aussi les attire, mais le problème, c'est un problème de logement. Il y a une grande partie aussi des Libanais qui essaient d'avoir des
visa pour l'Australie et le Canada. Le champ d'exil est large pour ces jeunes trilingues qui pourront rebondir ailleurs et pouvoir aider leurs familles restant au pays. En revanche, il ne suffit pas de savoir parler l'anglais. Par exemple, pour aller en Australie, un test de langue est mis en place, le YELTS English Test, au consulat britannique. Il faudra le repasser autant de fois en cas d'échec, et donc il y a plusieurs centres de langue qui ont ouvert pour aider ces jeunes à s'entraîner pour ce test et se perfectionner. Mais il y a un délai donc, de 3-4 mois à cause de la forte demande et bien sûr à cause de la COVID-19. Cette partie un triste constat. La tragédie libanaise se révèle par ses traversées dans le nord du Liban vers le pays européen le plus. 24 bateaux ont pris la mer en direction de Chypre entre juillet et septembre 2020, la majorité au cours du mois de septembre, donc après les, selon le Haut Commissariat aux réfugiés. Il se dit profondément préoccupé par ce pic et face au danger dans lequel se mettent de nombreux hommes et femmes, et enfants vulnérables et qui cherchent désespérément des moyens de survie. Certains même vendent leurs meubles pour acheter une sœur. Les gardes-côtes chypriotes repoussent les migrants et les renvoient au Liban. L'HCR rappelle que même s'il y a des accords entre le Liban et Chypre, Chypre a des obligations car, je cite, le droit international maritime stipule que tout bateau en détresse doit être secouru. Quant au droit d'asile, ils obligent les États à examiner chaque demande. D'après Human Rights Watch, pour la 5 première semaine de septembre, les autorités de Chypre ont renvoyé plus de 200 migrants, sans leur laisser déposer la moindre requête. Quoi de plus tragique, mesdames, messieurs, qu'un père qui jette par-dessus bord le corps sans vie de son fils à la mer, parce qu'il est mort de faim et de soif durant le voyage Tripoli-Chypre. Donc j'aimerais conclure cette conférence par vous présenter notre ouvrage. Médiation et migration, sorti en décembre 2019 chez la Dr Ahmed, président de notre association, forum de recherche sur les médias en Méditerranée. Nous avons travaillé sur la question migratoire avec des chercheurs versants de la Méditerranée. Cet ouvrage avait pour but de réfléchir de manière collective et dans le cadre d'une approche au phénomène migratoire, de récolter des témoignages de personnes qui ont vécu cette expérience ou qui la connaissent afin de mieux comprendre les migrants et d'essayer ensuite de dépasser les préjugés et les stéréotypes pour vaincre cette crainte de l'autre, réfléchir à des pistes pour préparer un avenir meilleur pour ces voyageurs déracinés. Il lance un appel, une requête d'hospitalité qui relève davantage du domaine de droit que celui de la charité, sans pour autant renoncer à sa propre identité culturelle. Maintenant, je voudrais donc m'adresser à vous, étudiants en droit anglophone, et je voudrais finir en anglais. I would like to finish my speech with these words. You are brilliant students, and you will obviously be excellent lawyers, in the case of some of you judges or magistrates. I need to ask you for only one favor. Do not ever forget your humanism when dealing with asylum seekers. Their dream in their own countries, and you are so alive to help them rise again and start a new and safe life. Thank you for listening.